Alors pourquoi venir vous parler des transports de Cigéo? C'est un secret pour personne. Cigéo, c'est le projet fou d'enfouir les déchets nucléaires radioactifs les plus dangereux à 500 mètres sous terre. Ces déchets, aujourd'hui, ils sont disséminés à plusieurs endroits du territoire et il va bien falloir les transporter si Cigéo se fait. Ça veut dire que le projet Cigéo va impliquer pas simplement la construction de bâtiments, mais il va impliquer la construction de tout un tas de projets connexes. Alors ces projets connexes, il en sera question demain à Couverpuis lors d'une autre conférence. Et moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur tout ce qui concerne la question des transports radioactifs ou non radioactifs liés à Cigéo. Les transports liés au chantier et éventuellement les transports radioactifs qui seraient entraînés si le projet se fait. Je reviendrai également sur les transports radioactifs qui traversent déjà le Grand Est, puisque l'idée c'était aussi de donner de l'information sur tout le Grand Est, et puis l'idée de ce cycle de conférence est d'aller sur toute cette zone Grand Est, donc ça paraissait important de partager avec vous aussi les choses qui existent déjà et les risques nucléaires qui sont déjà présents dans la région, bien souvent sans que personne soit au courant. La France, c'est le pays le plus nucléarisé au monde. 58 réacteurs et toute une industrie de l'uranium. Pour produire son électricité, notre pays se fournit à l'autre bout de la planète, principalement en hiver, au Kazakhstan, en Australie et au Canada. Après avoir été extrait de la roche, le minerai d'uranium subit ses premières transformations pour devenir une pâte jaune, évoquée. Il est ensuite acheminé en France où il poursuit son périple à travers l'Hexagone. Car pour être utilisé dans les réacteurs, l'uranium doit être transporté et transformé une première fois, transporté et transformé une deuxième fois, puis enrichi, puis à nouveau transporté, et encore une fois transformé. La poudre d'uranium est ensuite conditionnée sous forme de pastilles qui sont placées dans des tubes, formant ainsi des barres de combustible. Ce combustible, hautement radioactif, est alors acheminé vers les 58 réacteurs nucléaires français, le plus souvent par train, dans des containers spéciaux appelés castors. Après utilisation dans les réacteurs, le combustible usé doit refroidir sur place dans des piscines sur une durée de 18 mois. Il est à nouveau chargé dans des castors pour rejoindre l'usine Areva de La Hague. Là, ces déchets sont, selon le terme consacré par le lobby nucléaire, retraités. Cette opération consiste à séparer les différents éléments radioactifs du combustible usé. Les éléments les plus radioactifs, comptant 99% de la radioactivité, sont coulés dans du verre. Ce sont les déchets putréfiés. L'industrie veut, d'ici à 2025, envoyer ces déchets à l'eau de la Meuse pour les stocker à 500 mètres de profondeur. Mais derrière ce prétendu cycle vertueux, l'industrie nucléaire cache en réalité une chaîne du combustible sale, polluante et non maîtrisée. Extraction, transformation, enrichissement, combustion, retraitement, utilisation pour l'armement. Chaque étape engendre des pollutions radioactives importantes, génère des transports dangereux incessants, expose les populations à des risques insensés, éprouver des déchets qui resteront radioactifs et dangereux pendant des milliers d'années. Bien loin du monde du recyclage et d'une gestion maîtrisée, l'industrie nucléaire est en réalité incapable de gérer ces déchets, les retraiter, les enfouir, n'est-ce pas au final le seul moyen qu'elle a trouvé pour les cacher? Le nucléaire est partout et nous sommes tous affectés par les pollutions qu'il génère. Alors ensemble, refusons que cette industrie empoisonne nos vies. Parlons la route à l'uranium et ouvrons la voie aux alternatives. Nucléaire, de la mine aux déchets, nous sommes tous concernés.
touche. Plus, ça devrait tenir. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous présenter rapidement le pourquoi de CIGEO et pourquoi, si on ne fait rien, on risque d'avoir un jour ici des déchets nucléaires qui seront stockés. Avant de vous parler des transports de CIGEO, je vais rapidement vous parler des transports existants. Vous pouvez le voir sur cette carte, tous les tracés en orange, en fait, c'est les tracés qui sont empruntés, soit par la route, soit par le rail. Et alors là, on ne voit pas les trajets bateaux, mais c'est tous les trajets qui sont traversés en France par des transports radioactifs. Ces transports, on peut les reconnaître de plusieurs manières. Déjà, ils ont toujours un sigle radioactif jaune avec le trèfle nucléaire. Donc ça, c'est pour indiquer que le convoi est radioactif. Ensuite, en général, ces convois vont comporter une plaque. Ça, c'est une plaque de danger qui correspond à une... ça répond à la réglementation internationale d'indiquer sur ces petites plaques les types de matières qui sont transportées. Et donc, ces petits carrés, vous pouvez les voir sur tout un tas de camions d'autres trains que les transports radioactifs. Comment on sait que ce sont des transports radioactifs? Et ben, c'est parce qu'il y a le numéro 70. Puis le numéro en dessous sert à connaître un peu plus de manière précise le type de matière. Et puis, en général, donc ça par exemple c'est un container qui transporte du concentré d'uranium. On peut retrouver le cycle radioactif, le petit carré qui montre le type de matière. Là, on a carrément le nom de la matière, c'est pas toujours le cas. Et puis en plus, il y a un petit, là pour cette matière-là, un petit logo qui montre le danger chimique et pour l'environnement. Ces transports, vous l'avez vu dans la carte juste avant, ils traversent en fait toutes les régions françaises. Il n'y en a aucune qui est épargnée. Et je vous le disais, il y a des installations de production, d'enrichissement, etc., qui sont disséminées un petit peu partout en France. Il y en a là, il y en a une ici. Et puis l'uranium, comme vous l'avez vu dans la vidéo, arrive de l'étranger. Il peut arriver soit par Le Havre, soit par Fos-sur-Mer, soit par Hambourg également. En tout cas, il y a une circulation permanente de transport radioactif sur le sol français. On sait qu'il y a 300 000 colis radioactifs qui circulent chaque année sur les routes et voies ferrées de France. Là, c'est que les colis qui concernent l'industrie nucléaire civile, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les convois pour le militaire, ni les convois pour le nucléaire médical. Ces 300 000 colis, ça donne un total d'à peu près 19 000 transports annuels. Comme à son habitude, l'industrie nucléaire entretient un culte du secret. Ni les populations, ni les élus ne sont informés de l'existence de ces convois, de leur nombre, de leur régularité, et encore moins des dangers. Et d'ailleurs, on le voit, hein, l'attitude de l'ANDRA localement est la même, puisque même quand elle fait des conférences sur les transports radioactifs, elle passe la plupart de la conférence à parler de tout, sauf des transports radioactifs et de ces risques. Évidemment, c'est une des grosses failles du projet CIGEO, on le verra tout à l'heure, mais les déchets qui vont être transportés, c'est les déchets vraiment les plus dangereux qui seraient transportés si CIGEO se fait. Et l'ANDRA a tout intérêt à cacher la réalité du risque de ces transports. Alors, pour l'ensemble des transports de matières radioactives, on va retrouver des risques radioactifs et puis des risques chimiques. Alors, pour les risques radioactifs, il y en a de 4 types. On y reviendra tout à l'heure plus précisément avec une vidéo, mais pour vous les présenter rapidement, il y a le risque d'irradiation externe des personnes. Donc l'irradiation, c'est quand on s'approche d'une source radioactive et puis qu'il y a des rayonnements qui vont m'atteindre. Ça, c'est le phénomène d'irradiation. Ensuite, on va pouvoir, en cas de relâchement, donc d'accident, d'incident, de fuite, inhaler ou ingérer
une particule radioactive. Donc là, on parle de contamination. Et la contamination, elle est interne puisqu'on va ingérer, inhaler une particule. Il peut également y avoir une contamination de l'environnement, toujours en cas de relâchement de la radioactivité. Et pour un certain type de matière, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail, mais il y a aussi le risque d'une réaction en chaîne. En tout cas, sachez que pour les convois Castor, c'est possible puisque ce sont des matières hautement radioactives et qui sont fissiles. Et puis, pour certaines matières qui sont aujourd'hui transportées dans la région, on le verra tout à l'heure, il y a un certain risque chimique. Par exemple, des produits comme l'UF6. Alors l'UF6, c'est un type d'uranium, c'est ça, 1, 2, 3, troisième étape de transformation. Cette matière, elle se fabrique ici, dans la Drôme, sur le site du Tricastin. Cette matière-là, elle est transportée un peu partout en France, en Europe, et au contact de l'eau, elle va produire de l'acide fluorhydrique, qui est un agent chimique corrosif et hautement toxique. Pardon. Et du coup, là, je vais vous montrer 2 vidéos qui ont été tournées assez récemment. La première, c'est une vidéo de la CRIRAD. La CRIRAD, qui est un laboratoire indépendant, qui est aujourd'hui aussi présent dans la salle et qui tient un stand, qui est un laboratoire indépendant qui a été créé après la catastrophe de Tchernobyl, les autorités françaises ayant tout fait pour cacher en France que le nuage avait bien passé la frontière et les conséquences et risques en France de l'accident de Tchernobyl. Il y a un laboratoire indépendant qui s'est créé pour permettre à la fois d'apporter une information indépendante et dénuée de tous les intérêts de l'industrie nucléaire sur la catastrophe de Tchernobyl, mais aussi sur les risques et les contaminations que pouvait entraîner l'industrie nucléaire en France. Et puis la deuxième vidéo, c'est une vidéo d'un habitant de la Drôme, qui est également cheminot, donc la Drôme ici, qui est un territoire où il y a beaucoup d'installations nucléaires et donc beaucoup de transports radioactifs. Dans cette région, ils ont essayé justement de travailler pour informer la population et puis aussi pour aller interroger les autorités pour vraiment savoir si les autorités étaient prêtes en cas d'accident et de problème. Voilà, donc je vous propose de visionner ces vidéos et puis on reprendra la présentation. Le transport des matières radioactives expose les travailleurs, les citoyens qui s'approchent de ces trains, de ces véhicules, à une irradiation qui provient des matières qui sont à l'intérieur des containers. Parce que certaines radiations, les rayonnements gamma, les neutrons, sont tellement puissantes qu'elles traversent les blindages utilisés pour le transport. La réglementation actuelle autorise, au contact de la surface d'un véhicule, un taux de radiation 20 000 fois supérieur au niveau de radioactivité normal. Un taux de radiation tel qu'en passant 30 minutes au contact de cette surface, on peut atteindre la dose maximale annuelle admissible. C'est pour ça qu'il est très important d'informer les cheminots, les conducteurs, les gens qui gèrent des péages d'autoroute, les citoyens, les riverains des autoroutes, des parkings, des gares, de ce fait que lorsqu'ils voient un trèfle radioactif sur un véhicule ou un train, il ne faut pas s'en approcher inutilement parce qu'on va être exposé au rayonnement émis par ces transports. Après l'enquête que vient de faire la CRIRAD dans la région Rhône-Alpes et qui a consisté à interroger l'ASN, les exploitants, vous avez permis de constater d'abord qu'il n'y a pas de véritable transparence sur la quantité de matière radioactive qui circule. Ça a été particulièrement criant dans le cas d'EDF, qui n'a pas accepté de nous donner les informations que nous demandions. Deuxièmement, on s'aperçoit que même l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas une vision d'ensemble de la quantité de matière radioactive qui circule et des conditions dans lesquelles elle circule, et que même l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas la capacité aujourd'hui de dire quelles sont les doses que subissent les riverains d'une centrale nucléaire, d'une installation nucléaire, à cause des transports de matière radioactive ou de déchets qui arrivent à cette installation ou qui repartent de cette installation. C'est très difficile parce qu'il faut d'abord faire évoluer la réglementation, et ça se traite au niveau international. Encore une fois,
on a besoin du soutien et de la mobilisation des citoyens. La CRURAD a interpellé en 2008, par exemple, et l'a refait récemment, les autorités nationales, les autorités européennes sur ces questions. Et s'il n'y a pas une pression citoyenne, c'est très difficile de faire évoluer la réglementation au niveau international. La grande majorité des transports de matières radioactives, c'est quand même la route. Mais par le rail, par contre, on a un transport de matières extrêmement dangereuses, qui sont les déchets radioactifs, notamment ce qui sort des centrales nucléaires, les plus dangereux. Alors l'argument, c'est de dire c'est finalement mieux de les transporter par le rail que par la route, moins dangereux. On va vite se rendre compte qu'en fait c'est aussi dangereux par le rail que par la route, les dangers sont les mêmes et les populations pour le coup sont visées de la même façon. Ces transports ne sont pas seulement dangereux en cas d'accident, mais ils ont un danger par eux-mêmes. Ils émettent des radiations. Ces radiations, si on reste près d'un château nucléaire par exemple, une demi-heure, on prend sa dose annuelle de radioactivité. Rester une demi-heure près d'un wagon, c'est assez rapide. On a vu des policiers qui étaient chargés de garder ces wagons rester collés au wagon pour les protéger. C'est eux-mêmes qui ont été obligés d'aller voir leur chef pour leur dire faites-les avancer, ne les laissez pas coller au wagon. Ils vont prendre leur dose annuelle en très peu de temps. Quand on rencontre les préfets, comme on l'a fait dans la Drôme, on s'aperçoit que les responsables de la sécurité, on a rencontré les pompiers et les préfets, qu'eux-mêmes ne sont pas au courant des dangers qui correspondent au transport. Ils considèrent que c'est le transporteur qui va s'en occuper. C'est le seul secteur où l'autorité de sûreté nucléaire ne peut pas intervenir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire j'interdis le train de passer par tel endroit, parce qu'il y a des passages à nouveau, parce qu'il y a un tunnel dangereux, parce que les voies ferrées sont en mauvais état. Ils ne peuvent rien dire. C'est la SNCF qui va décider. Résultat, personne aujourd'hui n'est vraiment au courant des conséquences d'un accident d'un transport par train nucléaire. Et si on regarde sur les autoroutes, on se rend compte que c'est strictement la même chose. Autoroutes et routes d'ailleurs départementales, nationales. Personne n'est vraiment aujourd'hui chargé de vérifier que le voie ne va pas s'effondrer sous le poids d'un camion nucléaire. La réaction des autorités, c'est de dire il ne faut pas que ça se sache, parce qu'il y a un risque d'attentat, il y a un risque que des gens interviennent, bloquent ces trains, etc. En fait, on remarque assez vite que quelqu'un qui voudrait faire une action dangereuse, un attentat contre un transport nucléaire, il va trouver assez rapidement les horaires du train, il suffit d'aller sur Internet pour voir que tel wagon est plus dangereux que l'autre, etc. Donc ce secret ne tient pas la route vraiment. Ce qui est beaucoup plus problématique, par contre, c'est qu'en cachant les heures de passage de ces trains, en cachant la dangerosité de certains transports aux populations et notamment aux élus, le fait qu'on s'interdit d'avoir des informations qui sont importantes. Deux exemples. Les cheminots, moi je suis dans la Drôme, lors de Valence, il y a un triage. Les cheminots savent que les voies ferrées de ce triage sont en très mauvais état. Ils auraient pu dire qu'il ne fallait pas passer des wagons sur ce triage. Résultat, on a eu un déraillement. Alors un déraillement à très faible vitesse, il n'y a pas eu de danger majeur, mais on a un déraillement. Et là, les agents, les cheminots localement auraient pu informer. Dans les routes, sur les routes départementales, tout ça, les élus locaux savent qu'il y a des dangers. Lorsqu'on fait passer un énorme camion dans un tout petit village où le camion frôle les parois des maisons, les élus pourraient réagir en disant je ne sais pas, contournez, faites autre chose, etc. Je crois qu'il y a un débat démocratique organisé sur ces transports. Et la première chose, ce serait que les élus disent je veux bien que ça passe chez moi, je ne veux pas que ça passe chez moi. Qu'ils assument face à leur population le fait que des transports éminemment dangereux traversent quotidiennement leur ville, par exemple, ou leur village. Et ça, on ne le permet pas. Parce que j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure de cette question du secret. Donc, comme c'est dit dans la vidéo, les élus en France ne sont pas du tout informés du passage de convois radioactifs sur le territoire de leur commune. Et donc on voit bien qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils sont responsables de la sécurité et de la santé de leur population, jouer vraiment ce rôle qui normalement appartient aux maires. Il y a d'autres pays où ça ne se passe pas du tout comme ça. En Belgique par exemple, les bourgmestres, c'est l'équivalent des maires, sont tenus informés 48 heures avant le passage des convois Castor sur le territoire de leur commune. En Allemagne, et d'ailleurs, quand on a fait tout un travail d'enquête
pour essayer de répertorier l'ensemble des transports radioactifs qui pouvaient traverser la France, parce que vous vous doutez bien que ce genre d'information n'est pas public. Ça nécessite tout un travail d'enquête dans tout un tas de documents pour essayer de rassembler et d'avoir des sources concordantes. Ça nécessite énormément de travail sur le terrain, d'organiser des vigies, etc., pour pouvoir les recenser, connaître leur nombre, connaître les matières qui passent. Et puis, ça nécessite aussi, en tout cas, on s'est aperçu qu'on arrivait à avoir beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations, en tout cas, par le biais du Sénat allemand que par le biais de notre propre autorité de sûreté nucléaire française. En Allemagne, par exemple, donc, on arrive à avoir a posteriori l'ensemble des données qui concernent les transports, c'est-à-dire quel type de matières sont transportées, où elles sont arrivées, d'où elles partaient, où elles allaient, le niveau de radioactivité, la quantité, etc. Et c'est des données qui sont rendues publiques et si on les demande au Sénat allemand, on peut y avoir accès. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir tout un tas d'informations supplémentaires sur les transports qui passaient en France. Alors aujourd'hui, sans même qu'il y ait CIGEO, il y a d'ores et déjà des transports qui traversent le Grand Est. Les premiers, c'est des transports d'uranium par train. Donc ça, c'est des transports d'uranium qui arrivent de l'étranger par bateau. Ils ont été extraits de la mine, transformés une première fois. On le voit dans la première petite vidéo sous forme de pâte jaune. Et ils arrivent, donc je le disais tout à l'heure, soit par le port du Havre, soit par le port de Fos-sur-Mer, mais aussi par le port d'Hambourg en Allemagne. Et ils rejoignent l'usine ex-Areva, maintenant Orano, de Malvézy. Et du coup, les transports qui arrivent à Hambourg, tous les mois, une fois par mois, ils vont traverser une partie de l'Allemagne pour ensuite arriver en France. Ils arrivent en fait au triage de Wappy, ils passent la frontière à Apache, vers l'Apache, et puis ensuite ils passent par le triage de Wappy qui est juste à côté de Metz. Ils traversent une partie de la Meuse, puis ensuite ils descendent vers Dijon, vers Lyon, Valence, toute la vallée du Rhône, pour finir par passer par Montpellier et arriver ensuite à Malvézy, près de Narbonne. Ensuite, il y a des déchets radioactifs par camion qui traversent le Grand Est, cette fois-ci tous les jours, pour rejoindre les sites de l'Andra dans l'Aube, donc les sites de Soulaine et Morvilliers. Ça, c'est des déchets qui viennent de différentes installations, de La Hague principalement, mais pas que. Et du coup, il y a un va-et-vient incessant de camions, donc, qui peuvent arriver par le sud, qui peuvent arriver par l'ouest, pour aller ici. Donc vous voyez, là, ici, c'est Bure, Soulaine, Morvilliers, c'est ici. C'est vraiment pas loin. Plusieurs fois par an, leur nombre dépend des contrats avec l'étranger et puis du nombre de la quantité de combustible qui va sortir des centrales. Mais pour rejoindre La Hague, ou même pour en repartir pour aller dans les pays étrangers, il y a plusieurs convois hautement radioactifs, toujours avec ces containers Castor. Je vous montrerai des images de tout ça après. Et donc plusieurs passent par la région également. À une époque, il y a eu des déchets suisses, des déchets italiens, notamment. La France ayant encore un contrat avec la Suisse, par exemple, il se pourrait que dans les temps à venir, des transports suisses passent par le coin. Également, à la fin de l'année, est annoncé un gros transport international qui viendrait d'Angleterre, qui passerait par Cherbourg pour rejoindre l'Allemagne. On ne sait pas encore exactement où il passera, mais il passera dans le Grand Est, ça c'est sûr, pour passer la frontière. Tous les jours, également, il y a des camions radioactifs qui arrivent ou qui repartent de la base logistique de Voie-Vacon, qui est le long de la Nationale 4. J'y reviendrai tout à l'heure, mais cette base logistique s'est installée
encore une fois dans le plus grand secret et au mépris des risques, et ils se sont mis à transporter petit à petit des transports radioactifs, enfin des matières radioactives, sans en informer la population. Wavacon, c'est ce qu'ils appellent un site de nuitée pour certains camions et matières radioactives, mais on y reviendra. Et également les futurs convois de la base Socodéi, qui est une filiale d'EDF à Saint-Dizier. Je ne sais pas si vous avez eu cette information, mais donc à Saint-Dizier, s'est installée une plateforme qui appartient à Socodéi, filiale d'EDF, et qui va servir à traiter certains outils, outillages et pièces issus du grand carénage. Ce sera des pièces contaminées, et elle a été inaugurée début octobre. Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, on n'a aucune information qui a filtré sur exactement le type de matière, enfin de matériaux et de pièces qui allaient être transportées jusqu'à ce site. On espère réussir à avoir des informations. En tout cas, ça va nécessiter la mise en place d'équipes de vigie sur le terrain pour pouvoir aller repérer si un trafic radioactif a déjà commencé. Alors ça, ces photos, c'est des photos de concentré d'uranium, les premiers transports là dont je vous parlais. Et cette photo, elle a été prise il y a quelques temps au triage de WAPI. Et vous voyez, on peut retrouver les différents cycles, mais c'est pas très net. Ça, c'est différents types de camions. C'est ceux qu'on voit le plus souvent, qui vont donc à Soulaine et Morvilliers et qui arrivent plusieurs fois par jour sur le site. Et en fonction de la dangerosité des matières, ils sont bâchés ou non. Ça, ce sont des photos qui ont été prises dans ou à proximité de la base logistique de Wavacon. C'est des exemples. Il y a d'autres types de transports et de camions qui peuvent passer et transiter par Wavacon. Ça, c'est un camion frigorifique. On voit que voilà, il est à l'intérieur de la base et qui stationne là. Et puis, ça, c'est une photo qui a été prise directement dans le village de Voie, à la sortie de l'usine, et ça, c'est sur l'entrée de la M4. Alors, Wavacon, je vous le disais, c'est une plateforme qui appartient maintenant à Orano. Quand elle s'est installée, c'était Areva. Elle a été d'abord implantée pour officiellement transporter des pièces qui étaient fabriquées dans le nord de l'Europe pour aller sur deux chantiers. Les chantiers d'Iter et Georges Besse, qui sont des chantiers qui avaient lieu dans le sud de la France pour les besoins de l'industrie nucléaire. Et comme les trajets étaient assez longs, ils ont ouvert, toujours officiellement, cette base logistique. Tout laisse à penser qu'ils savaient déjà qu'ils allaient à un moment donné faire transiter des matières radioactives par cette base. Évidemment, ils se sont bien gardés d'informer la population. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Wavacon est devenu une plaque tournante du trafic d'uranium entre les Pays-Bas, l'Allemagne et le sud de la France. Et donc, il y a de nombreux convois. Je ne vais pas rentrer dans le détail des matières, sauf que vous voyez, il y a de l'UF6. L'UF6, c'est la matière dont je parlais tout à l'heure, qui est au contact de l'eau, qui se transforme en un agent très toxique chimiquement et corrosif. Il y a un collectif d'habitants, les habitants vigilants de Wavacon, qui s'est créé il y a quelques années et qui a mis en place pendant plusieurs semaines, à différentes périodes, des vigies pour surveiller la base et pour recenser les types de matières, le nombre de transports qui pouvaient passer par là. Et on s'aperçoit que ces derniers temps, le flux, a priori, augmente de plus en plus. Il y a un flou sur cette base, on s'interroge, est-ce qu'elle va avoir un rôle par la suite si CIGEO est mis en place? On ne sait pas y répondre pour l'instant. Comme de toute façon, dès l'ouverture de cette base, il n'y avait pas d'informations, c'est pas aujourd'hui qui risque de nous dire si
Wavacon va avoir un rôle dans CIGEO. Mais ça, c'est un vrai point d'interrogation et des questions qu'il faudrait poser à l'ANDRA. On va passer maintenant aux éventuels transports qui auraient lieu, qui traverseraient la France et le coin si CIGEO se fait. Alors en fait, il va y avoir deux types de transports, je le disais tout à l'heure en introduction, des transports non radioactifs pour les besoins du chantier ou du fonctionnement du centre, et des transports radioactifs. La première catégorie dans les transports radioactifs, ce seront des transports par camion pour les travaux. Donc vont être transportés par camion tout un tas de machines, des outils, des matériaux, et puis la terre excavée et les verses issus du chantier, du creusement des galeries, et puis du chantier de certains bâtiments. On aurait aussi des transports par le train, donc pour également acheminer des matériaux, des machines, etc. Même si ça, on manque d'informations un peu précises là-dessus. En tout cas, on sait que le rail va être utilisé également pour acheminer les containers de stockage. Alors là, c'est des containers qui seront vides, non radioactifs. Selon les périodes, on connaît leur nombre ou non. C'est-à-dire que CIGEO, s'il se fait, devrait être exploité en deux temps et avec des bâtiments différents, EP1, EP2, qui correspondent schématiquement à deux phases différentes du projet. On sait que ces transports par le train vont être au départ de 60 trains pendant 6 ans, soit 10 par an. Ça risque d'être des très gros trains avec donc tout un tas de containers. Et puis pour la tranche suivante, pendant 66 ans, plus de 2200 trains. Pendant l'exploitation de l'EP2 et donc la deuxième phase de CIGEO, déjà en plus il peut pas venir, mais en plus il se casse la figure. Alors, hop. Ça vous êtes dehors et donc là on n'a pas de chiffres sur cette deuxième phase d'exploitation. On n'a pas de chiffres disponibles, on sait juste qu'il y aura des trains. Il y aurait des transports de déchets radioactifs hautement et moyennement radioactifs à vie longue par le train. Selon les périodes et les phases industrielles du projet, ce serait entre 5 et 60, même jusque 100 selon les sources. 60 c'est au maximum, hein, les derniers chiffres communiqués par l'ANDRA, mais on a souvenir qu'en 2013, dans les données qui avaient été diffusées pour le débat public à l'époque, on parlait de 100 transports radioactifs par an. Donc au début, il y en aurait un petit peu. Pourquoi je mets des guillemets? Parce qu'en fait, c'est des transports qui sont de véritables centrales roulantes et il ne faut pas être trompé par ces nombres qui paraissent finalement pas si importants que ça, tout au moins au début de l'exploitation. C'est des véritables centrales roulantes, c'est des transports à haut risque. Et en fonction donc de l'avancée du projet et des différentes phases d'exploitation, on voit que ce nombre de transports va augmenter pour arriver à sa phase la plus importante entre 2055 et 2070. On serait du coup là à 1 à 2 transports par semaine pendant cette période-là. Voilà, je ne rentre pas forcément dans le détail de toute leur quantité, vous les voyez à l'écran. Et puis après, jusqu'à la fermeture du site annoncé pour 2150, 5 par an. Il y aurait également des transports de déchets radioactifs par la route, 100 camions, sur une période de 10 ans, donc 10 par an, qui viendraient de Valduc. Valduc, c'est une installation militaire ultra secrète, qui va envoyer du coup des déchets à CIGEO. Ces déchets n'arriveraient pas tout de suite, mais en tout cas, ce sera
tout laisse à penser, vu le type de matière, que ce sera de très très gros camions qu'on appelle des camions 1000 pattes à cause de leur poids. C'est ces énormes camions qui ont énormément de roues. C'est pour ça que communément on les appelle des camions 1000 pattes. Et donc sans doute des convois hautement sécurisés, entourés, et puis très gros et qui pourront rouler qu'à une très faible vitesse. Alors, les trajets qu'emprunteraient ces convois, alors ils arriveraient par le nord, ils pourraient arriver par là ou par là, et en tout cas, très localement, ils emprunteraient ce trajet-là. On le voit, il y a deux couleurs différentes. Ça, c'est une ligne qui existe déjà, la ligne Nansois-Tronville-Gondrecourt, qui servirait à relier le projet à la ligne Paris-Strasbourg existante. Et puis, cette deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'ITE, installation terminale embranchée. Donc ça, c'est l'ancienne ligne de Gondrecourt qui passe par Gondrecourt, Luméville, etc., qui est complètement désaffectée à l'heure actuelle, et du coup qui aurait pour vocation de rejoindre la zone des Cendrées. Et donc, les transports passeraient par cette ligne. Les transports par le train. Ces mêmes trains, avant d'arriver dans le coin, ils traverseront la France d'ouest en est ou du sud au nord-est, puisque les déchets qui seraient stockés à Cigéo sont pour l'instant sur plusieurs sites. À La Hague, à Cadarache, Marcoule et à Valduc pour les déchets militaires. Mais ça, ce sera par camion, je vous l'ai dit à l'instant. Et Bugey qui se trouve là. Donc, principal, en fait, de la vallée du Rhône et puis de l'ouest de la France. Ça veut dire qu'ils traverseront des grandes agglomérations comme Caen, Rouen, Amiens, Reims, Lyon, Dijon et l'Île-de-France, avec deux gros triages en Île-de-France qui sont aussi des voies qui sont empruntées par le RER, le Transilien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes ces grandes agglomérations que je viens de citer sont déjà traversées par des convois Castor hautement radioactifs qui viennent des centrales nucléaires françaises pour aller à l'usine Areva de La Hague. Et puis plus localement, ces convois Castor traverseraient des villages et les villes de Bar-le-Duc, Commercy, Ligny-en-Barrois, Gondrecourt-le-Château, etc. Alors ça, c'est un petit schéma des aménagements routiers qui seraient faits directement à proximité de la zone des Cendrées et de l'Azira. Là, on le voit, Alors, je ne rentre pas trop dans le détail parce que demain, il y a une super conférence sur les travaux de Cigéo à Couverpuis. Mais voilà, pour vous montrer très rapidement, il y aurait 3 ronds-points qui seraient créés et avec une nouvelle route en haut. Et donc, ces routes seraient utilisées notamment assez rapidement pour les besoins du chantier et puis éventuellement plus tard pour certains déchets radioactifs dont j'ai parlé qui viendraient par camion. Donc pour la desserte routière de Cigéo, c'est le petit schéma que je viens de vous montrer, il y aura différents travaux, notamment le réaménagement de certaines routes départementales, la RD 227 vers Bure, la RD 75 vers Saudron, la construction des 3 ronds-points que je vous ai montrés, le contournement de la zone des Cendrées qui va entraîner une déviation et la création d'une section de voie. Officiellement, l'ANDRA table sur une mise en service de ce raccordement routier d'ici fin 2020. C'est-à-dire qu'on est sur des travaux quand même qui commencent à devenir imminents.
C'est pour ça qu'on pensait important de commencer le cycle de conférences par la question des transports et la question des travaux sur les projets connexes, parce que justement, c'est un peu ce qui va concerner le territoire assez rapidement, et c'est là-dessus qu'il va y avoir un véritable impact sur le territoire et le cadre de vie. La desserte de ferroviaire de Cigéo, je vous l'ai déjà dit, donc elle servirait à relier la région et le site à la ligne Paris-Strasbourg par le nord, à la gare de Nançois-sur-Ornain. On aurait donc deux choses que je vous ai montrées sur le schéma avant. Vous vous souvenez, je peux vous montrer si vous voulez, mais il y avait une ligne comme ça en orange et ensuite la ligne rouge. Donc ça, le renforcement de la ligne existante, ce serait sur 36 km avec un renouvellement de voies, réaménagement des ballasts. Les ballasts, c'est les cailloux qu'il y a autour des voies. Mise en service officiellement prévue à la fin de l'année prochaine. Ça veut dire que les travaux auraient lieu cette année. Ça, c'est les chiffres officiels de l'ANDRA. Elle ne les a pas remis à jour depuis quelque temps. Et on se pose la question, est-ce que ce calendrier va être tenu au vu de tous les retards et problèmes que l'ANDRA peut accumuler. Et ensuite, donc, tout à l'heure, il y avait la ligne rouge ici, qui correspond à l'ancienne ligne qui passe donc, par Condrecourt-le-Château, Luméville, etc. Celle-là, elle ferait 14,7 km et il table sur une mise en service fin 2020. On le voit, hein, c'est pour les routes et les deux voies ferrées, des travaux qui pourraient arriver assez rapidement si on ne fait rien pour les empêcher. Et du coup, avec en projet de faire 3 types d'installations. Une plateforme multimodale conventionnelle à Gondrecourt sur une ancienne friche industrielle qui appartient déjà à l'ANDRA. Il y a déjà des mouvements qui ont pu être repérés sur cette base. Un terminal conventionnel pour les matériaux sur la zone de la descendrie et un terminal nucléaire intégré à Cigéo pour l'acheminement des déchets nucléaires. Ce terminal nucléaire intégré à Cigéo sera une installation nucléaire de base à part entière. C'est-à-dire que c'est considéré déjà comme une installation très dangereuse et du coup qui va répondre à une classification et il y a une réglementation spécifique, celle des installations nucléaires de base. Une petite carte légèrement plus zoomée où on peut voir ici les 14 km de la voie ferrée. Là, c'est la plateforme multimodale à Gondrecourt dont je parlais, qui est un peu zoomée ici. Là, ce serait le terminal installation nucléaire de base qui accueillerait les déchets. Et puis, cette zone-là, ce serait le terminal conventionnel fret. Donc, terminal fret et terminal nucléaire qui serait ici. Je ne sais pas si tout est lisible. Ça, c'est une carte qu'on s'est procurée à l'ANDRA qui reprend le tracé et un peu, on va dire, les différents ouvrages d'art ou sections, routes, etc. Qu'il va falloir que la ligne traverserait. Et du coup, avec l'ensemble, on va dire, des ouvrages d'art et des travaux, connexions à réaliser, mais je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Et pour se repérer, les points 9 et 10, là, ça correspond à la gare de Luméville. Ont déjà pu être constatés dans les dernières semaines des travaux préparatoires sur la ligne. Ça, c'est des images qui ont été prises mi-novembre. Donc on voit des bornes et puis bon, ça, pour l'instant, on ne sait pas bien ce que c'est, mais voilà, c'est des trucs qui sont apparus sur le long de l'ancienne voie ferrée. Alors, ces travaux liés à la ligne, à la ligne ferrée et ces travaux sur les routes
vont entraîner des nuisances importantes et des impacts. Déjà, premièrement, il faut bien se rendre compte que ça va être tout votre territoire ici qui va être modifié. Ça pourrait d'ailleurs être intéressant de modéliser ça pour montrer l'emprise réelle du projet CIGEO. Évidemment, un impact sur le cadre de vie et le paysage. Un impact important sur le foncier. Et même des impacts sur la santé et la sécurité de la population. Ces va-et-vient incessants de camions, de trains vont entraîner des nuisances sonores, des poussières liées au passage des camions ou même du chantier. Va-et-vient incessant, je l'ai dit. Et puis, risque d'irradiation si un jour il y a des transports radioactifs qui passent, risque d'accident, qu'on soit d'ailleurs sur des convois nucléaires ou pas. Hier, on m'a donné un chiffre, tu m'arrêtes si je me trompe. En moyenne, en France, il y a un accident de la route toutes les 10 minutes. Voilà. Donc, ce n'est pas un risque négligeable. Alors, que faire? Parce que, évidemment, ça, c'est des projets, mais l'ANDRA avance difficilement quand même. On a un peu l'impression que c'est un rouleau compresseur, mais finalement, ils sont quand même pas mal mis en difficulté depuis de nombreuses années. Je ne vais pas refaire l'histoire de la lutte contre l'enfouissement des déchets, mais un peu avant de vous présenter vos droits face à l'ANDRA, je voudrais rappeler quand même que l'ANDRA, c'est depuis les années 80 qu'elle cherche à enfouir des déchets quelque part en France, et l'ANDRA s'est fait jeter de partout. Ils ont employé différentes stratégies pour essayer d'amadouer les gens, d'amadouer les populations, les élus, et finalement, elle n'a réussi qu'à s'implanter en partie à Bure pour l'instant, puisque aujourd'hui il n'y a aucun déchet qui sont stockés à Bure. On est juste sur un laboratoire de recherche. Alors d'ailleurs, ça a été une technique pour faire passer la pilule. Vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de déchets. On va juste créer un laboratoire pour étudier les propriétés de la roche. D'ailleurs, encore une parenthèse, légalement, il devait y avoir 2 laboratoires. Ils n'ont jamais trouvé d'endroit pour installer ce deuxième labo. Donc, parfois, on a l'impression que voilà, l'ANDRA, c'est un rouleau compresseur qui va nous passer dessus comme ça. Mais en fait, il faut bien avoir conscience que partout, les populations ont gagné contre l'ANDRA. Et que l'ANDRA, elle n'a jamais réussi à s'implanter finalement nulle part pour enfouir ces déchets à 500 mètres de profondeur. Et ça, c'est important de le rappeler parce que, évidemment, l'industrie nucléaire, l'État va pas raconter ça. Ils vont raconter leur propre histoire, ils vont expliquer que l'enfouissement, c'est une solution qui fait l'unanimité au niveau international, que c'est la meilleure solution. Finalement, l'enfouissement, c'est une option parmi tout un tas d'options, plus ou moins mauvaises, j'ai envie de dire, pour gérer ces déchets nucléaires. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est important de rappeler en fait que finalement la lutte contre l'enfouissement des déchets, c'est une lutte qui a été victorieuse depuis plus de 30 ans partout en France et que du coup c'est pas une fatalité CIGEO. Alors maintenant que je vous ai dit ça, peut-être revenir rapidement sur vos droits par rapport à l'ANDRA, parce que évidemment et depuis maintenant de nombreuses années, l'ANDRA elle va chercher à vous approcher. Si vous êtes concerné, soit parce que vous avez des terres, soit parce que votre maison va passer à côté de la voie ferrée, soit parce que ils ont besoin de faire passer un bout de ligne pour accorder à 400 000 volts, donc ils vont avoir besoin de faire des travaux et d'avoir un droit de servitude sur vos terrains, etc., etc. En tout cas, pour tout un tas de raisons, l'ANDRA ou ses sous-traitants, d'ailleurs, ça peut être... Donc quand je dis sous-traitants, ça peut être des maîtres d'ouvrage pour d'autres projets, comme RTE pour le Transfo et la ligne enterrée, comme la SNCF pour la ligne Gondrecourt-Nansois. Donc,
ils peuvent chercher à pénétrer sur vos propriétés pour faire des relevés, prendre des mesures, étudier les propriétés du sol, faire de la topographie, etc. Sachez qu'il existe une loi, la loi sur la propriété privée, qui protège les propriétés closes. Alors, l'ANDRA étant un organisme d'État, si elle a des relevés à réaliser, elle est tout à fait en droit de le faire. Mais dans certaines conditions, et on a bien vu que l'ANDRA, elle était vraiment coutumière de ne pas respecter les droits de la population. Les lois, en fait, ils jouent sur la méconnaissance par les habitants, les riverains, etc., de leurs droits pour essayer de passer comme un rouleau compresseur. Donc, sachez qu'il y a une loi quand même qui vous protège un minimum et qui exige que pour pouvoir pénétrer sur les propriétés privées, l'ANDRA ou ses sous-traitants doit avoir un arrêté préfectoral. Et cet arrêté préfectoral, il doit indiquer précisément plusieurs choses. Les travaux, de manière précise, qui vont devoir être réalisés, les surfaces sur lesquelles l'intervention doit porter, la nature de l'occupation et la durée d'occupation, ainsi que les voies d'accès. Cet arrêté doit être assorti d'un plan parcellaire qui reprend donc les cadastres et qui doit désigner par une teinte particulière les terrains qui vont être occupés. Ce plan parcellaire est annexé à l'arrêté. Il doit avoir été affiché 10 jours avant l'occupation du terrain sur les panneaux d'affichage de la mairie. Il doit être présenté en cas de demande et le propriétaire qui est concerné doit avoir été prévenu 5 jours à l'avance par voie de recommandé. Enfin, cet arrêté n'est valable que 6 mois, donc 6 mois et 1 jour, c'est plus 6 mois, c'est plus valable. Donc, si l'ANDRA ou ses sous-traitants se pointent, exigez, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, exigez cet arrêté, vérifiez bien qu'il comporte ces différentes informations, qu'il a bien été publié, que vous avez bien été prévenu 5 jours à l'avance, qu'il est encore valable. Si ce n'est pas le cas, vous êtes tout à fait en droit d'exiger que les personnes présentes, sous-traitants ou autres, quittent votre propriété. Évidemment, du coup, dans l'idéal, on essaie de prévenir les associations et collectifs pour qu'ensuite ils puissent vous aider et vous prêter main forte. La deuxième possibilité, c'est que l'ANDRA cherche à vous approcher pour négocier. Alors tout le monde, je pense, connaît Hans, le fameux, qui terrorise un peu tout le monde dans la région, qui est la personne qui vient se pointer chez vous à n'importe quelle heure et puis qui va tranquillement demander à rentrer pour taper un brin de jazette et puis boire un café et puis en même temps pour faire pression sur vous pour que vous cédiez. Et puis bien souvent vous en croire tout et n'importe quoi, que si vous n'ouvrez pas votre porte, que si vous refusez, que vous ne serez pas indemnisé, que vous pouvez même être attaqué en justice. Évidemment, il n'existe aucune loi ou règlement qui dit attention, il n'y a pas de délit qui dit si vous refusez d'ouvrir votre porte à un exploitant, vous serez condamné. C'est pas vrai, tout ça, ça n'existe pas. C'est des mensonges éhontés qui sont d'ailleurs très coutumiers de l'industrie nucléaire. C'est pas des pratiques qui sont utilisées que dans le coin, c'est pas une spécificité. L'industrie nucléaire, c'est globalement implanté de cette manière, en mentant à la population et en faisant pression, évidemment. Donc ça peut être une convention soit pour vous acheter votre propriété, soit aussi une convention pour négocier des servitudes. Je le disais tout à l'heure, les servitudes, par exemple, c'est pour le passage de la ligne à très haute tension. Ça pourrait être le cas aussi pour certaines voies d'accès à proximité de la voie ferrée. Alors évidemment, on vous conseille de n'accepter aucun rendez-vous avec les agents, les sous-traitants et de ne signer aucune convention ou document. Le meilleur moyen de ne pas se mettre la pression, c'est déjà de refuser les rendez-vous quand on les propose. Évidemment, c'est tout à fait possible qu'ils se pointent, même si vous avez refusé de négocier, qu'ils se présentent directement à votre domicile.
je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, rien ne vous oblige à les recevoir. Comme je viens de vous l'expliquer, tout ce qui sera avancé pour essayer de vous faire céder, en fait, c'est que des menaces et des intimidations, avec des discours bien huilés pour, évidemment, vous faire peur et vous faire craquer. Si l'ensemble des propriétaires ne cèdent pas face à l'ANDRA, tout un tas de travaux, l'ANDRA va être obligé de passer par une procédure d'expropriation pour exproprier les différentes propriétés concernées. Ça nécessite du coup des procédures plus importantes pour l'ANDRA, et notamment la réalisation d'une enquête publique. Ça permet de gagner du temps, ça permet de continuer à mobiliser, et sachez que de toute façon, en dernier recours, ce sera le juge de l'expropriation qui sera garant d'une bonne indemnisation. L'ANDRA va essayer de vous faire croire que plus tôt vous vendez, mieux ce sera, mieux vous serez indemnisé. En pratique, on constate que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est plutôt quand les personnes vont jusqu'au juge de l'expropriation qu'elles sont plus fortement indemnisées. Évidemment, l'idée c'est que, en fin de compte, personne ne se fasse exproprier, même si on sait que l'ANDRA a déjà acheté, échangé énormément de terres, etc. Il y a certains endroits où elle n'a pas encore toute la maîtrise du foncier, et ça c'est un élément clé, puisque ça permettrait concrètement de bloquer des travaux et de continuer à développer l'opposition et la contestation. Donc, si vous avez encore des propriétés, des maisons qui sont convoitées par l'ANDRA, ne cédez pas. Je vous remercie pour votre attention, et puis si ça vous va, on va passer à une phase de questions-réponses et puis de débat.